Alors bonjour, bonjour, dans cette petite vidéo surprise, je vais vous présenter cette fois-ci je vais l'appeler ma pioche à envie. J'ai pas encore trouvé, ma pioche d'envie littéraire. Bon, pour le défi de Mars au féminin, qui est propulsé par Fluent Books depuis, je crois, 3 ou 4 années. Et j'ai décidé de faire une pioche à lire parce que ça me tentait. Puis je sais pas si je vais la suivre au complet, mais je vais quand même vous les présenter aujourd'hui. J'ai été un petit peu enthousiaste, mais je vais y aller catégorie par catégorie. Ce que j'aime bien de ce défi-là, c'est, bon, le but premier, ben, ça le dit dans le titre, c'est Mars au féminin, donc simplement essayer pendant le mois de mars de lire des livres qui sont écrits par des autrices. Et ben, dans le fond, Fluent Books a décidé de faire quelques catégories pour nous stimuler dans nos choix. Et ce sont des catégories très straightforward, là. Il n'y a pas de petits noms et de mots-clés. La catégorie dit, dit ce qu'elle dit. Alors, pour mon petit côté cartésien, c'est bien, c'est bien. Alors, on commence tout de suite si on ne veut pas encore y être dans 3 heures. La première catégorie que j'ai notée, sont peut-être en désordre, mais c'est pas grave. La première catégorie que j'ai notée, c'était biographie, autobiographie. Et je vais l'interpréter de façon un petit peu libérale et vous allez voir que je vais un peu récupérer des trucs. Dans le fond, j'ai décidé de mettre Créature primordiale de Tassia Trefiatis Tesgel. Si vous avez une bonne mémoire et que vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'avais mis dans ma pile également de Février Tapal, mais j'ai malheureusement pas eu l'opportunité de le lire. Donc, j'aurais vraiment le goût de lire ce livre-là et je le récupère et je le mets dans le fameux défi du Mars au féminin, puisque c'est bien une autrice. Et c'est pas exactement de l'autobiographie, mais c'est un petit peu comme de l'autofiction, puisque ça semble être un récit d'une femme et un homme qui reçoivent des mandats qu'ils vont avoir à faire en partie à Istanbul et d'autres à Toronto. Et même si on nomme pas le nom de l'autrice là-dedans, c'est quand même quelque chose qu'elle a narré dans Les Platanes d'Istanbul, qui était son carnet comme de migration qu'elle avait fait au préalable. Et dans le fond, on comprend là-dedans que son mari avait eu un mandat en fait à Istanbul et qu'ensuite elle en avait eu un à Toronto. Donc, je me doute que c'est quand même assez inspiré de sa vie. Alors, je vais considérer que c'est une biographie. Voilà. Donc, j'aime beaucoup la plume de Tassia Trefiatis Tesgel. Si jamais vous ne l'avez pas découverte, je vous en ai parlé dans le petit vidéo de Février Tapal. Je vais vous mettre le lien à quelque part si jamais vous voulez en entendre parler. Et n'hésitez pas, je vous dirais que si vous voulez aller dans le léger, la porte d'entrée, ce serait vraiment Les Platanes d'Istanbul. Sinon, elle a fait des romans très remuants, comme entre autres Mère Grand. Donc voilà, pour la première catégorie. Ensuite, deuxième catégorie, j'ai pas le livre entre les mains. Fluent Books nous invite à lire une autrice iranienne. J'admets que je ne m'y connaissais pas du tout en autrice iranienne. Ça m'a permis justement d'en découvrir un peu pour faire ma pièce à lire. Et j'ai décidé de m'arrêter sur l'autrice, j'espère que je prononce son nom correctement, Zoya Pirzad. Elle a écrit plusieurs livres, dont entre autres, je crois, le Ougou Âpre des Kakis, mais ça, c'est un recueil de nouvelles. J'ai décidé plutôt de choisir C'est moi qui éteins les lumières. Donc, je vais vous mettre la petite vignette. Et j'ai pas beaucoup de... je me rends compte que j'ai pas vraiment le résumé de ce livre-là. Je vais peut-être aller voir si je suis capable d'avoir un petit peu d'informations sur C'est moi qui éteins les lumières. Mais si je me souviens bien, elle a écrit plusieurs recueils de nouvelles. Et C'est moi qui éteins les lumières, c'est un de ses rares romans. Je crois quand même que ça fait référence, si je me souviens bien, à la vie à Téhéran avant la Révolution des années 80. Donc, je regarde ça de ce pas. La fille est vraiment préparée, là, tu sais. Alors, c'est moi qui éteins les lumières. Oui, c'est ça. C'est comme un récit, dans le fond, qui va à la fois parler de l'histoire, dans le fond, à Téhéran, c'est ce que je comprends. Dresse avec justesse et drôlerie le portrait d'une société patriarcale scellée par les usages et traditions des femmes. Donc, on va y suivre Clarisse, qui est selon la quatrième de couverture, qui est épouse et mère de famille, à travers qui l'histoire se déploie, est une femme d'une profonde humanité intelligente, d'une simplicité de cœur qui nous la rend spontanément attachante. Par ses yeux, on observe le petit cercle qui se presse autour du foyer, donc on va voir son entourage, et dans le fond, les voisins. Et ensuite, de nouveaux voisins se manifestent en effet, une famille arménienne débarquée de Téhéran qui va très vite bouleverser l'équilibre affectif de notre femme invisible. Donc, vraiment, le rôle des femmes dans la société, c'est quelque chose, dans la société, dans le fond, en Iran, c'est quelque chose qui
est central visiblement à l'œuvre de Zoya Pirzad. Zoya Pirzad. Et ça me tentait bien celui-ci, donc je vais sans doute le lire. Alors, désolée pour le petit délai, j'étais pas prête. Ensuite, prochaine catégorie, c'était poétesse ou recueil de poésie. Donc, peut-être découvrir une poétesse ou lire des recueils de poésie. J'en avais 2 recueils de poésie écrits par des autrices à la maison que ça fait longtemps que j'ai dans ma pile à lire puis que j'ai pas lu. Donc, il y avait tout d'abord Sortir avec une chanteuse de Jade Bérubé. C'est chez Écrit des Forges. Et puis, c'est une petite plaquette. Et puis, ben, en fait, à l'arrière, ça dit « Sortir avec une chanteuse, c'est jongler avec les artifices. C'est également être témoin du leurre dont on ignore être la proie. » Donc, on est vraiment dans des petits bribes ici, vraiment poésie vers libre. Oui, vers libre. Et puis, de ce que je peux comprendre, qui risque de, dans le fond, d'approfondir les relations humaines ou la relation amoureuse. Oui, donc peut-être celui-ci. Et sinon, j'avais également un recueil qui était fait à 4 mains. Donc, c'était Jeanne Forever de Stéphanie Filion et Valérie Forgue. Valérie Forgue, c'est chez Le Lézard amoureux. Et celui-ci, dans le fond, en fait, c'est un recueil. De ce que je comprends, ça se passe à Montréal. Non, ils n'ont pas vraiment le résumé pour celui-là. Jeanne Forever. Aucune idée. Si je le lis, je vous en parlerai. Ça a l'air intéressant. Il y a comme des petites des sous-catégories. Les amants, Eva, je pense qu'il y avait Jules et Jim, donc un peu comme dans les recueils, Mademoiselle. Donc voilà, peut-être celui-ci également pour la poésie. Ça me permettrait de découvrir... Bon, Jade Bérubé, je connais sa plume, mais j'avais connu dans les romans, plus romans jeunesse. Donc, je ne connais pas sa plume de poète, sinon, de poétesse, pardon. Sinon, Stéphanie Filion et Valérie Forgue, je ne les connaissais pas non plus. Genre, je les connais de nom, mais je n'avais jamais lu de leurs œuvres, donc pourquoi pas. Ensuite, 4e catégorie, polar, thriller, cozy mystery. Donc, on sent ici qu'elle a laissé ça très ouvert. C'est ce que j'aime vraiment parce que, dans le fond, son but, c'est qu'on se fasse juste, qu'on ait du plaisir à lire des autrices pendant le mois de mars. C'est ça son objectif ouvertement dit. Et justement, ces catégories sont simples. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Alors, pour celui-ci, j'hésitais. Bon, j'en ai mis 3, mais j'en lirai pas 3. J'avais tout d'abord récupéré de mon Cold Winter Challenge le fameux Firekeeper's Daughter de, je me souviens plus c'est quoi le prénom, Angéline Boulet. Angéline Boulet. Ça fait longtemps que je lis, ça fait longtemps que je veux le lire, mais à chaque fois on dirait que j'ai comme peur de la grosseur de la brique. Mais en gros, ça se passe dans une communauté Ojibwe aux États-Unis. Et on va y retrouver Danice Fontaine, qui est une jeune femme de 18 ans et qui s'est toujours un peu senti à part dans sa réserve et qui va devoir, en raison du fait qu'il va se passer des choses vraiment qui vont menacer sa communauté, devenir un peu comme un indique pour le FBI pour essayer de justement traquer les causes de ce malaise qui se passe dans la communauté. Donc, je trouvais ça intéressant parce que ça abordait quand même les Premières Nations de l'intérieur et le côté aussi qu'il y a quand même des fléaux qui sévissent et que ce sont les communautés des Premières Nations qui sont les premières victimes de ça. Donc, je trouve ça intéressant. C'est un petit peu côté empowerment. Donc, tout ça m'intéresse. C'est juste qu'à chaque fois, j'ai peur de le commencer, mais je suis sûre que j'aimerais ça. Donc, voilà. Peut-être celui-ci. Et sinon, dans un tout autre ordre d'idée, ça fait longtemps que j'essaie ici. On est dans le Cozy Mystery ici, clairement. Alors, on se prend pas du tout au sérieux. Ça s'appelle The Windsor Knot de S.J. Bennett. Je sais pas c'est quoi le nom de l'autrice, mais j'ai pas ses prénoms, mais c'est S.J. Bennett. Sophia Bennett. Et vous allez le comprendre quand même là-dedans, c'est Her Majesty the Queen Investigates. Donc, c'est un petit peu un spin sur... on imagine que la reine Elisabeth II, dans le fond, à part être une reine, a également une autre occupation, c'est de résoudre des meurtres ou des mystères, dans le fond, dans le secret de Windsor Castle. Et dans celui-ci, c'est qu'elle va se trouver, si je me souviens bien, ça se passe quand même en 2016. Et dans le fond, elle se prépare pour ses célébrations de son 90e anniversaire, mais ses préparatifs sont interrompus par the shocking and untimely death of a guest in one of the castle bedrooms. Donc, elle va finir par, si je comprends bien, prendre un peu les choses en main parce que ça se passe peut-être pas aussi vite qu'elle le voudrait. Donc, on est vraiment dans l'humour, on est complètement dans une autre... C'est pas du tout un roman engagé, mais bon, peut-être celui-ci.
Et sinon, on avait un que j'ai emprunté à la bibliothèque. Puis là, vous allez voir, je vais avoir des mélanges. J'ai mis la plupart du temps des livres que j'avais chez moi. Mais là, pour faire différent, je ne vais pas m'obliger à lire des livres que j'ai à la maison. J'emprunte beaucoup à la bibliothèque. Si jamais j'ai des titres que j'avais mis dans ma pioche d'envie, c'est pour ça que je vous dis que c'est une pioche d'envie littéraire. C'est ce que j'ai envie à ce stade-ci. Si j'ai d'autres choses qui me font envie, qui cochent les cases de ce défi-là, je vais les changer, tout simplement. Alors, pour le moment, j'ai emprunté récemment le livre, le premier roman jeunesse, je crois, de Camille Guénaud. C'est chez École des loisirs, collection Medium, et c'est Oscar Goupil, A London Mystery. Donc, si je comprends bien, je vais peut-être vous lire la quatrième, oui. Donc, ça dit « Cher lecteur, si vous aimez le confort douillet de votre quotidien, si vous exécrez le mystère et la magie, reposez ce livre et passez votre chemin. Car ce qui vous attend entre ces pages n'est pas pour les âmes sensibles. Je vous le dis tout net, je suis un garçon ordinaire à qui des choses extraordinaires vont arriver. Tout commence par la lettre que mes parents m'ont laissée, m'obligeant à passer les vacances de Noël à Londres chez ma grande-tante Léonie. Et je vous assure que, vu sa réputation, c'est loin d'être un cadeau. Mais attention, le train part. Vous me suivez? Donc, ça avait l'air vraiment intriguant. C'est du jeunesse, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Donc, peut-être celui-là aussi également. Ça me permettrait de découvrir une autrice jeunesse qui vient tout juste d'arriver dans la scène de la littérature jeunesse. Ensuite, on continue avec la catégorie classique. Et ça, j'en ai quand même quelques-uns. Puis je les trouve très beaux dans mes rayonnages, mais je les lis pas. Alors, j'ai décidé de récupérer tout d'abord un titre que j'avais mis également dans ma pioche à lire du février tapal, référence encore une fois à ma petite vidéo si vous voulez en savoir plus. Et c'était le fameux Mary Poppins de P.L. Travers, qui est Pamela, je crois, le nom de l'autrice. Je me souviens plus, mais il me semble que c'est ça. Pamela L. Travers. Et c'est vraiment comme le premier tome de Mary Poppins, parce que si vous ne le saviez pas, en fait, si vous ne le saviez pas, c'était une série par la suite. Et voilà, donc c'est une édition ici de Mary Poppins. J'ai, comme tout le monde, vu le film avec Julie Andrews, mais et le spin-off avec Emily Blunt, je crois. Mais bien entendu, j'ai jamais lu l'histoire, donc j'ai bien hâte de voir est-ce qu'il va y avoir une très grande différence entre la fameuse Mary Poppins imaginée par P.L. Travers et celle qui a été Disneyisée. Et j'ai bien hâte de voir ça. C'est une super édition en plus que j'avais. J'avais acheté ça chez Crow Books, là, si vous le savez. C'est ma petite librairie à Burlington quand j'y vais, que j'aime beaucoup. Et puis, c'est une édition un peu à l'ancienne avec quelques petits dessins à la gravure comme ça à l'intérieur. Donc, ça me tente très bien. Alors, classique, c'est soit celui-ci ou, complètement dans un autre ordre d'idées, un Jane Austen, parce que non, je ne les ai pas tous lus, même si je suis une aficionado de Jane Austen. Et c'est le fameux Persuasion de Jane Austen. Et ben, j'avais ça dans les petites éditions Collector's Edition avec une tranche dorée. Et puis c'est vraiment à l'ancienne, comme ça ici. On a un petit signet en tissu là, pour garder la page. Et il y avait également dans celui-ci des petites illustrations, quelques-unes de gravures, donc vraiment à l'ancienne. Et Persuasion, c'était... Parce que moi, je me souvenais vraiment plus c'était quoi la quatrième de Persuasion. On va suivre, dans le fond, Anne Elliot qui va, d'après ce qu'on dit dans la quatrième ici, gets a second chance. Et dans le fond, elle va rencontrer, quand elle était adolescente, Frederick Wentworth, qu'elle va aimer, mais malheureusement, on va la décourager de l'épouser parce qu'il n'est pas assez... c'est pas un bon parti, il n'a pas assez d'argent. Et éventuellement, 8 ans plus tard, ce fameux Frederick Wentworth va revenir des guerres napoléoniennes, dans le fond, fleuries et ornées de succès. Et là, évidemment, les circonstances ont changé. La fameuse Anne Elliot, son père, il a fallu qu'il, je crois, loue la maison de famille, dans le fond, parce qu'il n'y avait pas assez de fonds. Et puis, dans le fond, c'est Will Anne and Frederick rediscover their love? Can their change fortune inhibit their feelings? Donc, c'est ça. Mais dans le fond, ce que j'aimais bien, c'est que ça dit que c'est une histoire, a story of self-knowledge and personal regeneration, of social change and emotional politics. Donc, je trouve ça intéressant. Ça a l'air d'un peu plus un Jane Austen engagé. Donc, voilà, ça me tente très bien celui-là aussi, comme classique. Et là, on verra bien ce que ça va donner. Puis désolée pour l'éclairage, parce que c'est la journée où il y a comme trop de lumière, pas assez de lumière. Donc, vous allez peut-être voir mon visage qui change un peu de luminosité. Mes excuses. Ensuite, prochaine catégorie, c'était essai. Et là, j'en ai pas tant que ça à la maison. En fait, j'en ai, mais pas vraiment écrit par des femmes. Donc, j'avais celui-ci que j'ai depuis super longtemps et qui m'intéresse. C'est un collectif qui était dirigé par Claire Legendre aux éditions Amax. Ça s'appelle Nullipare. Donc, pour ceux qui ne savent pas, nullipare, ça veut dire quelqu'un qui n'a jamais eu de grossesse, une femme qui n'a jamais eu de grossesse. Et c'est un recueil de différentes
personnalités ou autrices, je ne sais pas, évidemment toutes des femmes, et qui vont nous dire, bon, nous sommes différentes du monde comme il va. Des femmes qui n'ont pas donné la vie, qui ne participent pas organiquement à la croissance démographique, à la pérennisation de l'espèce, et nous sommes des femmes accomplies. Donc, c'est un petit peu une vision différente des choses du fait de ne pas avoir d'enfants, et ça m'intéressait bien. Donc, c'est des petits, je crois qu'il y a 12, 5, il y a 10 points de vue, donc 10 autrices. Donc, ça pourrait être une façon de justement explorer le sujet. Et sinon, ça fait longtemps que je lis celui-là aussi, c'est dans la fameuse collection Documents qui est produite par Atelier 10 que j'adore. C'est vraiment une collection parfaite, j'en ai déjà parlé. C'est des courts essais qui sont faits sur différents sujets du social, mais qui sont écrits par des gens qui ne sont pas spécialistes de ces sujets-là. Donc, c'est vraiment des gens qui vont y aller à l'instinct. Et cette fois-ci, ça va être Véronique Côté et qui va nous parler donc dans La vie habitable. Et c'est poésie en tant que combustible et désobéissance nécessaire. Donc, ça me tentait bien. Je les aime beaucoup, beaucoup, ces petits opuscules-là. Et j'aimerais bien m'y plonger. Donc, pourquoi pas peut-être comme essai. Ensuite, avant-dernière catégorie, on s'accroche, on s'accroche. Il y avait les romans historiques. Puis là, j'ai même lu la définition de roman historique parce que avec le temps, on a fini par confondre la fiction d'inspiration historique et les romans historiques. Moi-même, je n'étais plus trop sûre. Elle a écrit roman historique, puis je suis sûre que Fluent Books, ça ne fargerait pas dans les fleurs des définitions, là, mais j'étais quand même curieuse. Les romans historiques sont définis comme des romans dont le contexte historique prend une place centrale et dans lequel les personnages agissent comme ça devrait se passer à l'époque. C'est comme cohérent, dans le fond, par rapport à ça. Et bien entendu, il peut y avoir des mélanges de genres. On a souvent vu des romans historiques qui avaient peut-être une couche de policier, des choses comme ça. Mais c'est vraiment important, dans le fond, pour que ce soit un roman historique, que ce soit quand même cohérent et qu'il y ait comme une recherche. Mais c'est sûr que j'avais pas tant de choses que ça. Oui, j'ai Guerre épais, mais je me lancerai pas dans le Guerre épais. De toute façon, c'est pas une autrice. Mais je ne me lançais pas dans ce genre de grande aventure-là pendant le mois de mars, bien entendu. Et évidemment, je pensais à Ken Follett tout de suite, mais évidemment, Ken Follett n'est pas une autrice. Parce que j'avais commencé la fameuse trilogie Fall of Giants, le Century Trilogy, la trilogie du siècle. J'avais lu le premier tome, La chute des géants, Fall of Giants. Puis j'étais rendue à Winter World, je crois. Mais comme ça fait super longtemps que j'ai pas lu Tomer, de toute façon, même si j'avais décidé de le lire parce que c'était pas mars au féminin, il faudrait que je relise un résumé qui est divulgateur du tome 1 pour être sûr que je m'en souvienne, mais j'aurais pas pu en enchaîner de toute façon. Alors, comme le fait que Ken Follett n'est pas une autrice, ça réglait le problème. Et j'avais pas beaucoup d'autres choses à la maison, mais j'ai récupéré un autre livre, je suis coquine, un autre challenge que j'avais mis dans le Cold Winter Challenge, dans le fond. C'était le fameux La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka aux éditions Hurlevent. Celui-ci, dans le fond, ça se passe en Angleterre en 1841 pendant le règne de la reine Victoria. Et on va suivre Helena Quincy, qui est la fille du comte de Winchester et qui, jusqu'à maintenant, a toujours mené une vie protégée de tout ce qui peut se passer dans la société, mais qui va découvrir par inadvertance, en fait, ce que les enfants à l'époque vont vivre par rapport au travail et les abus qu'ils peuvent avoir. Et elle va finir par décider de jouer un peu de ses contacts pour être dans l'entourage de la reine Victoria, pour essayer de sensibiliser et d'essayer de faire changer les choses. Donc, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Je pense quand même qu'il y a un peu de romance qui va s'installer là-dedans, mais ça me semble quand même quelque chose qui est plutôt historique. Donc, ça se passe à cette époque-là. C'est quand même quelqu'un qui, la fille d'un comte. Oui, elle a peut-être un petit côté un peu, dans le fond, qui devance son temps, mais en même temps, à l'époque, il y avait aussi des femmes déterminées qui essayaient de faire changer les choses. Donc, pourquoi pas? Donc, je me dis que ça s'inscrit dans le roman historique, donc je le mettrais potentiellement dans cette catégorie-ci. Et enfin, la dernière catégorie, c'était un roman d'Annie Ernaux. Annie Ernaux qui a gagné, comme vous savez, le prix Nobel de la littérature. Et je le sais, quelle surprise, mais je n'ai jamais lu de Annie Ernaux. J'ai jamais trop su par quel bout le prendre. Bien sûr, je connaissais l'adaptation d'un de roman qui était Les Années en film, mais j'ai jamais lu d'Annie Ernaux. Puis j'ai pris la décision de peut-être commencer justement par Les Années. J'ai regardé un petit peu les résumés de chacun de ces opuscules. Puis c'est souvent très remuant, mais je vais quand même essayer de voir quelque chose qui serait un petit peu plus pour moi dans mes tales. Et je vais peut-être
soit prendre les années, je vais mettre la vignette, ou la place. Les années, si je me souviens, si j'ai bien compris, c'est une espèce justement de survol historique à travers les vies quotidiennes de femmes, jusque, je pense, dans les années 70. Puis la place, je crois que ça fait référence aux parents d'Annie Ernaux qui ont comme un petit peu évolué dans la société, puis particulièrement la relation qu'elle avait avec son père, c'est ce que j'ai compris. C'est souvent des causes opuscules, donc je vais voir ce que je vais faire, mais bon, pour le moment, j'avais tendance à être attirée par ça les années ou la place. Alors voilà. Et c'est ce qui conclut ma pioche d'envie littéraire pour le Mars au féminin. Bien entendu, ça commence en fait le 1er mars et ça se termine le 31. Bravo, Marie-Soleil! Et donc, le 1er mars est en mercredi prochain, mais je ne le commence pas tout de suite, mais vous allez avoir cette vidéo-là en amont. Et puis, ben, écoutez, je vous relance la question. Vous, est-ce que pendant le mois de mars, bon, on sait qu'il y a quand même le 8 mars qui est la journée internationale des droits des femmes. Et est-ce que pour vous, ça a eu une influence? Est-ce que de toute façon, vous lisez, vous vous êtes rendu compte que vous lisez de plus en plus d'autrices à l'année? Pas nécessairement en discriminant par genre, mais des fois, ça peut arriver que ça donne que c'est ça qu'on lit un petit peu plus. Moi, je ne fais pas de façon volontaire, mais je me rends compte que c'est vrai qu'il y a plus d'autrices qui arrivent entre mes mains, mais simplement, j'ai l'impression parce qu'il y a plus de place qui leur est donnée et dans la littérature en général. Donc, c'est peut-être pour ça que visiblement, ça va débouler jusque chez moi. Mais j'étais curieuse de voir si vous en lisiez quand même un peu plus ou si vous en lisez moins, vous aimeriez en lire plus. Quelles autrices aimeriez-vous découvrir? Alors, je n'ouvre pas pour me mettre ça en commentaire. On pourra peut-être échanger à ce sujet-là. Puis, ben écoutez, merci d'avoir suivi ça. Si ça vous plaît, bien entendu, un petit pouce de soutien est toujours apprécié. Et ben si vous n'êtes pas abonné encore, c'est pour ce genre de petite vidéo surprise-là que ça peut être intéressant parce que, bon, dans le fond, vous allez avoir une notification pour vous dire que je fais une petite vidéo qui va être mise en ligne de façon atypique. Mais bien entendu, c'est seulement si ça vous convient. Sinon, je suis super contente de vous avoir vu, malgré tout. Alors, écoutez, ben, je vous dis bonne lecture, bon mars au féminin si vous décidez d'emboîter le pas. Et puis, bien entendu, je vais mettre les informations de Fluent Books dans la barre d'infos si jamais vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet-là. Alors, écoutez, je vous dis à la prochaine!